Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler à nouveau du contenu YouTube Originals, alors toujours pas l'accent, toujours pas le dire, mais on va parler de la deuxième série de YouTube qui s'appelle Les Emmerdeurs. On a fait une première vidéo sur la première série, Groom, produite par Studio Bagel. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo, on parle de YouTube, de la série et de pornographie. Là aujourd'hui on va parler des Emmerdeurs qui est donc produit par Golden Moustache, et si vous ne savez pas ce que c'est Golden Moustache, c'est une chaîne YouTube créée en 2012 et qui s'oppose un petit peu par rapport à Bagel, parce que Bagel se présentait comme une machine à blagues, un espèce de SNL français. Là, Moustache se présente beaucoup plus comme une plateforme pour des auteurs, pour des jeunes créateurs qui n'étaient pas encore connus à l'époque et qui ont créé une notoriété avec cette chaîne-là. Bonsoir! Donc la série Les Emmerdeurs est produite par Golden Moustache. Je suis familiarisé avec tout le travail des auteurs sur cette série, à part Julien Rizzo que je ne connais pas, mais sinon Vladimir Rodionov, c'est un directeur artistique de grand talent qui avait notamment officié pour le film Les Dissociés. Valentin Vincent, il a fait des super vidéos, ma préférée c'est Ténèbres et Chaos, avec des dialogues dignes de Kaamelott. Et après, Raphaël Descraques et Julien Josselin, leur talent n'est juste plus à prouver, ils ont écrit tellement de choses absolument incroyables, principalement donc sur Golden Moustache, et donc la série n'annonçait que du bon. Alors pour cette série, on n'a pas vu toute la saison 1, on a vu que le pilote, donc tout ce que je vais dire ne concerne uniquement le pilote. Ça se trouve après c'est de la grosse merde, hein, je sais pas. Le pitch, il est très bien, c'est en France en 1942, il y a 4 jeunes qui se retrouvent par le hasard et qui boivent, également par hasard, un liquide qui va leur donner des super pouvoirs, et ils vont malgré eux être enrôlés dans la résistance, et donc on découvre comment fonctionnent avec leurs pouvoirs, comment ils peuvent combattre les nazis de différentes façons, et on retrouve un peu de cette idée-là. Cette jeunesse en fait perdue qui doit prendre malgré elle des responsabilités face à un problème qui est bien plus grand qu'eux. Si on veut pas être résistant, on fait comment? Et c'est intéressant, c'est un sujet intéressant, c'est bien traité, il n'y a pas de problème, on a envie de savoir la suite. Et formellement, l'épisode 1, il est vraiment chouette à regarder. La photographie déjà est top. Donc on sent qu'il y a une collaboration artistique entre le chef opérateur et le réalisateur qui est vraiment intéressante. C'est pas juste du gimmick, c'est pas juste du beau pour faire beau. Et ça, c'est vraiment chouette, surtout sur Internet, où on a beaucoup de jeunes réalisateurs et de jeunes auteurs qui voient un truc joli et qui veulent juste l'imiter sans comprendre pourquoi c'est joli. Là, tout a un intérêt. Également, il faut saluer un travail en post-production. Je trouve le montage vraiment hyper dynamique et hyper bien foutu. Et ça vient du fait que dans le net, les gens écrivent, réalisent et montent. Du coup, les auteurs, ils ont monté, ils ont cette notion du montage déjà bien intégrée dans leur cerveau. Et on a, je trouve, un mixage son qui est vraiment stylé. Je sais pas trop quoi dire, mais il y a vraiment une ambiance sonore avec ces vieux tirs de flingue, tout ça. Il y a un côté vintage, mais moderne. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ils ont délaissé en fait aucun corps de métier. Et ça fait vraiment plaisir, surtout sur Internet, où parfois on peut penser que sur Internet, il s'agit que de faire une belle image, que d'être drôle, alors qu'en fait, tous les corps de métier comptent. Et c'est vachement cool à regarder. Ensuite, les acteurs sont très bons. On a Justine Le Potier qui joue un rôle où on la voit assez souvent, c'est le rôle de fille badass. Quoi? Qui casse des gueules et ça fait plaisir. Je dirais pas que Justine joue une badass, je dirais que les personnages des féminins dans la série sont des personnages moteurs, à contrario des personnages masculins qui subissent un peu. On le représentait pas comme ça jusqu'il y a encore pas si longtemps. Tous les trucs pendant la Seconde Guerre mondiale où c'est souvent un héros, on parlait en référence d'Indiana Jones où c'est le côté très masculin qui l'emporte. Là, on a ce personnage-là avec Albert, et très vite on le casse avec l'arrivée des ados et de Justine et de Camille. C'était une volonté qu'on ait des personnages vraiment égaux. Tu as peut-être une réponse Bah non, encore, il a tout dit. Alors j'arrête de parler. Non mais non, t'inquiète. C'est con, j'aurais bien aimé la voir dans autre chose, mais elle fait très bien le travail, donc c'est vraiment pas déplaisant à regarder. Et ça accompagne vraiment cette image en fait qu'après 45, la femme est plus apparue comme une femme forte. On avait les hommes en tant que soldats, et c'est là on a vu arriver des images de femmes les bras en l'air avec des muscles en mode badass, et c'est vraiment cool. Ça m'a fait penser un petit peu à l'impact de Wonder Woman face à ça. C'est en gros une femme qui est forte, et les mecs ils s'attendent pas à ce qu'elle soit forte. Mais le fait est qu'elle est forte et elle résout les situations, et c'est vraiment chouette parce que c'est assez progressiste, enfin. Donc c'est cool qu'on ait ça sur Internet pour tout le monde. Et après, les 3 autres acteurs, donc ils sont 4 jeunes, les 3 autres acteurs sont tout aussi bons, mais surtout ils sont inconnus. Donc en fait, on ne s'attend pas à un jeu spécial de leur part. Contrairement à Groom, on a Vincent Tirel par exemple, on se dit oui, il va jouer un rôle un peu absurde comme il le fait assez souvent. Là, vu qu'on s'attend à rien, il y a une surprise logique en fait quand on va regarder la série. Et c'est vachement plaisant à voir. Donc si vous avez l'occasion de le voir, regardez la série, elle vaut le coup, elle est vraiment sympa. Entre Groom et Les Emmerdeurs, c'est vraiment Les Emmerdeurs qui est ma série préférée. Je m'y attendais parce que j'ai toujours été plus fan de Golden Moustache que Studio Bagel. Mais là, ça prend un mini risque en ayant un concept original, etc. Dès qu'ils ont leur pouvoir, il y a la fameuse scène où ils découvrent leur pouvoir, où ils galèrent un petit peu avec leur pouvoir. Enfin,
Il y a un côté un petit peu, il y a les liens entre les personnages qui sont un petit peu prévisibles. Il y a un côté assez classique au final, mais je le sens, c'est vraiment vrai. Et j'insiste sur ce point en fait parce que j'adore ces auteurs et je sens que c'est pas la faute des auteurs, c'est vraiment la faute de Google qui leur a mis des bâtons dans les roues et c'est vraiment dommage. Franchement, je me suis jamais sentie bridée ou empêchée de faire des propositions, etc. On avait quand même une liberté assez folle et rare en fait sur un plateau. Surtout qu'on fait quand même une série d'aventures avec des super pouvoirs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est 3 contraintes où on aurait pu nous brider. Et non, à l'inverse, on nous a laissé faire on nous a laissé faire la série qu'on avait envie de voir. Mais malgré le fait que Google a gâché une potentielle pépite qu'on aurait pu avoir sur YouTube Originals, on vit une époque formidable. Dans les années 20, au début du cinéma, on avait les productions qui prenaient énormément de place dans tout le circuit créatif d'un film. Et il y a des réalisateurs, donc Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, D.W. Griffiths et Mary Pickford, qui ont créé une unité d'artistes, une société de production, qui leur permettait d'avoir un contrôle créatif sur toute la ligne de leur film. Donc la mécanique, elle est hyper simple. On a des productions qui ont un contrôle et ont un monopole créatif, et des artistes qui veulent récupérer ce monopole, ou du moins récupérer une part de leur liberté artistique. Et en fait, on retrouve cette mécanique par la suite, dans les années 50, où les Oscars et le cinéma américain et Hollywood se faisaient hyper vieux. Quand on voit des photos des Oscars à cette époque-là, il n'y a que des vieux, c'est 500 Clint Eastwood. Et face à ça, les jeunes réalisateurs en avaient marre. Donc ils cherchaient des fonds et ils prenaient en fait des bribes de financement, de budget qui restaient à droite à gauche. Le truc, c'est que ces bribes de financement leur permettaient non pas de se faire des millions avec leurs films, mais simplement d'avoir une liberté artistique totale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, et ça a commencé dans les années 60. On trouve des réalisateurs hyper connus, donc Martin Scorsese, De Palma, Coppola, tous ces grands réalisateurs, et Steven Spielberg et George Lucas, qui tueront donc le nouvel Hollywood en 77 avec Star Wars, et après Les Dents de la Mer, et en reprenant le modèle du blockbuster plus classique. Mais la mécanique, elle est toujours là. C'est qu'en fait, on a Hollywood et les studios hollywoodiens qui créent des écuries avec plein d'acteurs en les contractant et en obtenant une exclusivité par rapport à eux. Donc un acteur, par exemple, s'il était chez MGM, il pouvait tourner que chez MGM. Et des artistes, au final, le nouvel Hollywood, qui prend des petits budgets pour faire des œuvres personnelles et pour enfin s'exprimer. Et ça a permis par la suite, dans les années 80-90, de vraiment connaître un essor du cinéma indépendant américain, et on a vu juste une chier de films cultes sortir en salle. Et c'est assez fou. Ce cinéma indépendant américain, il a un peu perdu son mojo au début des années 2000, et mon hypothèse, c'est que c'est en 2008, avec le début du MCU, avec Iron Man donc, que les studios ont repris, on va dire, un certain contrôle. C'est-à-dire que maintenant, si vous remarquez bien, la plupart des films sont estampillés selon un studio. Donc on a les studios Marvel qui ont été copiés par DC. On a également le studio Universal qui ont tenté de faire leur univers avec l'horrible film La Momie, avec le Dark Universe, qui était vraiment nul. Et maintenant, les plateformes font pareil. On a Amazon qui ont leur contenu, Netflix qui ont leur contenu, Apple qui va sortir une plateforme, Disney qui va sortir une plateforme, et maintenant YouTube. Et la guerre des écuries, c'est un petit peu la même que dans les années 50 et dans les années 20. C'est-à-dire qu'en gros, Netflix il dit hey, nous on a Quaron avec son dernier film Roma, et Apple fait ouais mais nous on a une série avec Damien Chazelle, et YouTube fait bah nous on a Logan Paul, donc chacun ses stars. Mais en fait, ces écuries, je ne sais pas si elles ont un contrat d'exclusivité, mais je sais que c'est bizarre parce que quand un réalisateur est sur une plateforme, c'est très rare qu'il aille sur une autre plateforme en fait. Donc il y a cette bataille d'écuries. Et dans tout ce truc, avec tous ces studios qui veulent un monopole total sur le divertissement actuel, il y avait YouTube, qui était une plateforme totalement libre, où tous les créateurs pouvaient mettre absolument tout ce qu'ils voulaient. Le truc, c'est qu'avec YouTube Premium, et je pense comment YouTube Premium va évoluer, ça va évoluer comme je l'avais dit dans Groom, et je vous invite à voir la vidéo, les sites pornographiques avec un contenu HD Premium et un contenu SD gratuit pour les amateurs. Donc d'un côté, on a des artistes qui viennent de perdre une plateforme de liberté totale, et de l'autre, on a un public, faut pas se leurrer, qui se désintéresse de plus en plus des films qui appartiennent aux gros studios. Et c'est pour ça qu'on voit émerger des sociétés de production comme A24, avec des films comme Get Out, avec plein d'autres films indépendants, qui coûtent très peu cher, mais qui ramassent un paquet de pognon. Donc ouvrez l'œil, parce que dans les 10 prochaines années, on va avoir le droit à un nouvel Hollywood, un nouvel essor de nouveaux créateurs qui vont sortir justement de cette culture du net pour créer des choses originales, en disant on en a marre en fait de se faire brider par les gros studios qui veulent avoir un monopole sur tout. Donc plutôt que de se faire des millions, on veut une liberté artistique. C'est mon hypothèse, c'est comment je vois les choses, comment je les vois évoluer. Personnellement, moi je suis un enfant du net, donc c'est vraiment, j'ai grandi avec ça, et je vois de plus en plus de personnes qui vraiment veulent jouir d'une liberté, et on leur empêche de plus en plus de jouir de cette liberté. Donc un jour, on va devoir la prendre par la force, s'il le faut. Mais dites-moi dans les commentaires votre avis sur la question, parce que c'est un débat hyper intéressant. Et ça se trouve, YouTube Originals, dans 20 ans,
on se souviendra comme vraiment la goutte d'eau qui a énervé les créateurs. Le truc qui a fait dire aux créateurs, il y en a marre, et on va tous se casser sur Dailymotion, et Dailymotion, ça va être un truc énorme. Je suis très contente, je suis très fière de faire partie des premières séries YouTube produites par Google et YouTube. Moi, j'étais à 10 000 années-lumière de m'imaginer qu'un jour, qu'il pourrait y avoir sur cette même plateforme des productions qui permettaient en fait de créer des séries. Donc je suis super contente que ce soit arrivé. On a commencé par Internet et c'était nouveau parce que c'est ce qui nous avait fait connaître et c'est ce qui nous a appris notre métier. Mais on a tous la volonté de raconter des histoires plus grandes. Et puis arrive le moment où pour raconter des histoires plus grandes, ça coûte de l'argent, il faut payer les gens. Et YouTube Premium, c'était vraiment l'opportunité de le faire, tout simplement. Et voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez vu la série ou si vous avez aussi une opinion sur la question de YouTube Premium et sur la création sur Internet. À lâcher un petit like, ça prend 1 seconde, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne avec la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. J'ai terminé, c'est tout pour moi, restez vivants, tchou!